À la une de cette édition, le premier anniversaire de la prise de Kaboul par les talibans. Ce 15 août 2021, c'est le destin de tout l'Afghanistan qui bascule. Les libertés fondamentales y ont depuis largement reculé, notamment celle des femmes. La crise humanitaire s'aggrave également. On y consacre une large page dans ce journal. On retrouvera notamment Sonia Ghezali en direct de Kaboul avec une militante féministe. Et puis ici en plateau, Nassim Majidi, docteur en sciences politiques. Voilà pour le programme. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de France 24. Si vous nous rejoignez, c'était donc il y a un an, jour pour jour, les talibans s'emparaient de Kaboul et du pouvoir en Afghanistan, 20 ans après en avoir été chassés par les Américains. Image, vous allez le voir, d'un rassemblement organisé ce lundi dans les rues de la capitale afghane. Je vous le disais, en cet été 2021, c'est l'avenir de tout un pays qui a basculé, le tout en seulement quelques semaines. Chose promise, chose due, on retrouve à Kaboul notre journaliste Sonia Ghezali. Bonjour Sonia, vous êtes, je le disais, avec une militante féministe, Julia Parsi. Merci à elle d'être là, les femmes qui font partie des grandes perdantes du retour au pouvoir des talibans. Vous allez en parler un peu plus tard. Avant cela, une question pour vous, Sonia. Un an après l'arrivée au pouvoir des talibans, la question du soutien populaire se pose toujours. Ont-ils, oui ou non, réussi à se mettre une partie de la population dans la poche ? Écoutez, dans les rues aujourd'hui, on voit beaucoup de supporters, en fait, de partisans talibans que l'on a rencontrés, notamment à quelques minutes d'ici, sur une colline qui surplombe la zone diplomatique. Et effectivement, on voit des rassemblements de sympathisants talibans qui brandissent le drapeau de l'émirat islamique, ce drapeau blanc qui contient la shahada, la profession de foi en islam. Et puis, ils se sont rassemblés, se félicitent de cette victoire, disent-ils. Ils disent que c'est un jour victorieux, un jour heureux pour tout le pays. Ils disent que la guerre est finie, qu'il n'y a plus personne qui meurt à cause de la guerre et que cela est une grande victoire. Ils se réjouissent d'avoir chassé les envahisseurs. C'est ce que l'on a entendu de la bouche de ces sympathisants. Des sympathisants qui se sont rassemblés aussi en nombre devant l'ambassade des États-Unis dans le centre de Kaboul. Et en revanche, on a vu très peu de résidents de Kaboul qui sont restés enfermés chez eux puisque c'est un jour férié. Donc tous les magasins sont fermés, toutes les entreprises sont fermées. C'est très calme en fait ici à Kaboul, hormis ces quelques rassemblements qui se font au son des nashids, ces chants religieux. Et puis il y a aussi ce souci sécuritaire qui a été partagé avec nous par certains agents du renseignement que l'on a rencontrés sur place et qui nous disaient qu'il y avait des menaces venant du groupe État islamique. Donc il y a cette tension que l'on sent et d'ailleurs le dispositif de sécurité a été renforcé. On l'a vu dès ce matin, c'est plus difficile d'entrer dans Kaboul. Toutes les voitures sont passées au crible. Voilà donc pour ce premier état des lieux. Sonia, je le disais, les femmes ont beaucoup perdu avec l'arrivée au pouvoir des talibans. Sortir dans la rue seule leur est notamment interdit. Une question que connaît bien votre invitée, Julia Parsi. C'est à vous, Sonia. Oui, Julia Parsi, donc, qui est une des militantes féministes qui manifeste depuis près d'un an ici en Afghanistan. Et donc justement, elle est une ancienne institutrice. Je vais lui poser cette première question. Julia, merci d'être avec nous. Comment vous sentez-vous aujourd'hui en ce jour particulier qui marque les 1 an du régime taliban? شما امروز چی احساس داری از این خطر که یک سال که طالبان اینجا هستند؟ تشکر یک سال که طالبان d'accord, ok. احساسی بسیار. Oui, j'ai vraiment un mauvais sentiment car la plupart des femmes afghanes, et pour eux c'est un vraiment jour d'anniversaire de l'arrivée des talibans et vraiment c'est un jour sombre pour nous et la vie des femmes afghanes est très sombre. On fait vraiment ce qu'il faut pour pouvoir revenir à une vie normale. Aujourd'hui, c'est un jour où nos désirs se sont envolés, nos souhaits se sont envolés, et c'est un jour sombre. Et nous sommes revenus en arrière, 20 ans en arrière. Les talibans sont au pouvoir. À l'époque, les femmes étaient sous la coupe des talibans. C'était pareil pour les écoles. C'était des talibans
talibans qui étaient sauvages et aujourd'hui, ils sont encore plus sauvages qu'auparavant. Julia, vous êtes l'une des organisatrices de cette manifestation qui a été violemment réprimée samedi. Vous avez pris le risque d'aller à l'extérieur manifester en sachant que les talibans seraient là. Qu'est-ce qui vous donne le courage et cette force de les affronter et de continuer votre combat ? Notre énergie vient du fait que les femmes afghanes sont à nos côtés et on est épaule contre épaule à continuer cette résistance. Et il y a donc cette aide, ce soutien de la famille et des femmes afghanes. Cela nous donne des forces, de l'énergie. Quand on sait que nos filles ne peuvent plus aller à l'école, ne peuvent plus aller à l'université et qu'on ne peut pas travailler, cela nous donne du courage, nous donne de l'énergie pour aller dans les rues et pouvoir ainsi manifester. Alors, plusieurs militantes qui ont manifesté à vos côtés au cours de cette année qui s'est écoulée ont été arrêtées, certaines ont été violentées, certaines ont dû fuir le pays sous le coup de menaces. Vous êtes toujours là, vous continuez à manifester, vous n'avez pas peur ? Au fait, globalement, oui, nous avons peur. Quand, pour manifester, nous sortons de la maison pour aller dans les rues, nous avons une frayeur, nous avons la peur au ventre. Mais comme notre futur n'est pas assuré et que les écoles sont fermées pour les femmes afghanes, ça nous donne une raison, nous donne du courage pour être encore plus forts et pouvoir continuer à manifester. Nos amis qui sont en prison sont aussi des gens qui ont manifesté, des résistants. Et donc, nous, en fait, on ne manifeste pas pour dire que nous voulons fuir. Nous voulons juste reconstruire le pays et ouvrir les écoles et que tout le monde ait son rôle à jouer dans une certaine liberté. Julia, aujourd'hui, vous êtes venue à notre rencontre avec cette robe rouge et ce voile que vous portez comme les femmes le portaient avant l'arrivée des talibans, en laissant vos cheveux découverts. Vous ne cherchez pas à vous cacher, vous êtes sortie comme ça aujourd'hui dans la rue. Oui, moi je suis une femme qui manifeste contre l'injustice et le port du voile obligatoire, du hijab obligatoire, que les femmes afghanes sont injustement réprimées et s'habiller comme les talibans le réclament. Moi je peux sortir de cette manière et j'ai choisi aussi un voile noir car le 15 août est un jour sombre pour l'Afghanistan. C'est pourquoi j'ai choisi cette couleur noire. Et je n'ai jamais été sous la coupe des talibans. Je n'écoute pas les ordres des talibans et je sors dans la rue avec les habits que je porte aujourd'hui. Sachez que les femmes afghanes ne plieront jamais sous le diktat des talibans et ils ne supporteront pas des lois qu'on leur impose. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous avez de l'espoir? Oui, j'ai espoir que nos manifestations vont porter leurs fruits, que les talibans ne soient pas reconnus comme un État. Avant, ils avaient le droit de voyager. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de voyager. Et même les réunions qu'ils peuvent avoir à l'extérieur ont été réduites. Et donc, cela nous donne espoir, car nos manifestations à venir pourront, par exemple, l'accord qu'ils ont signé à Doha ne pourront pas le réaliser. Donc, ces manifestations, soit ils devront changer, soit ils devront quitter le pouvoir.
Bessiar Tachakor, merci beaucoup Julia Parsi. Merci beaucoup Sonia, merci à votre invité, merci également aux équipes techniques et à la traduction qui a permis la réalisation de ce duplex. Merci à tous. Bonjour Nassim Majidi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques, co-directrice du centre de recherche Samuel Hall, basé à Kaboul, Tunis et Nairobi. Première action, il faut avoir du courage pour être une femme et manifester aujourd'hui en Afghanistan. Énormément de courage, elle me donne le sourire rien qu'à l'entendre et à la voir. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent comme elle, mais qui sont bloquées chez elles. Donc, depuis que les talibans sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas réussi à annoncer un gouvernement permanent, ni de programme social, économique. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est annoncer 16 décrets qui visaient petit à petit à réduire le droit des femmes. Donc, depuis mai, vous le disiez, elles n'ont plus le droit de sortir de chez elles librement, sans avoir un mahram ou quelqu'un qui les accompagne. Et on sait très bien que ce droit à la mobilité, le droit au travail, dès qu'on enlève tout ça des femmes, elles ne peuvent même plus subvenir aux besoins de leur famille. Et il faut parler de cette crise humanitaire, cette crise économique qui frappe le pays. 97% de la population afghane se retrouve sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que le pays, la plupart des familles vivent en dessous de 2 € par jour pour subvenir aux besoins de parfois 10 membres de la famille. Et ça peut pousser certaines familles à prendre des décisions drastiques. Le rapport d'Amnesty International le montre. Le taux de mariage forcé, de mariage précoce a monté. Explosé sous le joug des talibans. On a un récit parmi d'autres qui est raconté dans ce rapport d'Amnesty qui a été publié en juillet. Une femme qui a été obligée de vendre sa fille de 13 ans à un homme de 30 ans pour 600 € pour que la famille puisse survivre, mais pour que sa fille ait une chance de survivre et de ne pas mourir de faim. Nous avons notamment diffusé un sujet comme ça sur l'antenne de France 24. Et dans cet Afghanistan sous contrôle taliban, l'information, bien sûr, est plus contrôlée que jamais. Ceux qui critiquent les nouveaux maîtres du pays risquent la prison. Les journalistes ne peuvent pas travailler dans des conditions décentes, tout particulièrement les femmes. Résultat, près de la moitié des médias afghans ont tout simplement fermé leurs portes. C'est un reportage de Sonia Ghezali et Shazaib Wallah. Je vous redonne la parole juste après. Dans cette chaîne de télévision privée, cette journaliste a pu conserver son emploi, mais elle doit désormais se couvrir le visage lorsqu'elle passe à l'antenne. C'est difficile pour nous maintenant parce que nous devons porter un masque et nous travaillons dans un studio fermé. Lorsque nous présentons le journal, c'est difficile. Nous devons faire des pauses pour reprendre notre respiration, donc cela nous ralentit. 84% des femmes journalistes ont perdu leur emploi depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Pour Nachid Barz, l'avenir est incertain. L'Émirat islamique a publié un nouveau décret sur les fausses accusations contre les militants et les autorités de l'IE. Il fait savoir que toute accusation sans preuve et toute insulte contre des savants religieux seront punies. Avec la nouvelle loi et le nouveau décret, nous ne pouvons pas vraiment prédire l'avenir. Chaque jour est un défi pour nous. Ce n'est pas seulement le cas pour nous, mais ça l'est aussi pour nos familles qui vivent dans la peur. Nous voulons continuer à travailler. Dans la salle de rédaction, l'ambiance est morose. Pour des raisons économiques, la chaîne de télévision a dû se séparer de la moitié de son personnel. Et elle doit se plier aux règles du nouveau régime. D'une part, les problèmes financiers obligent les médias à réduire leurs effectifs. D'autre part, il y a de plus en plus de restrictions dont les médias se soucient. C'est pourquoi de nombreux médias ont décidé de fermer leurs portes au cours des 11 derniers mois. Des journalistes confient par ailleurs avoir été arrêtés et détenus plusieurs semaines pour avoir critiqué les autorités. C'est le cas de cet homme qui témoigne sous couvert d'anonymat. Ils m'ont attaché les mains et les pieds, m'ont bâillonné et m'ont battu. J'ai perdu connaissance, alors ils m'ont mis de la neige sur ma nuque et dans la bouche. Je suis revenu à moi et là, ils ont recommencé à me battre. Je les ai suppliés d'arrêter. Ils m'ont dit, c'est le dernier avertissement. 43% des médias afghans ont disparu en moins d'un an. Au total, près de 6 journalistes sur 10 ont perdu leur emploi en Afghanistan. Voilà donc pour la situation des médias dans le pays. Il faut également dire, Nassim Majidi, pendant 20 ans, en tout cas les grandes villes se sont ouvertes au monde extérieur. Pas forcément les campagnes, mais les grandes villes. Donc c'est un vrai retour en arrière. Ça a coupé l'essor démocratique du pays également. Oui, bien sûr. Et la jeunesse qui comptait sur un avenir qui était libre des talibans se retrouve aujourd'hui dans un Afghanistan qu'ils ne reconnaissent plus.
Et justement, les villes étaient devenues un endroit pour chercher la protection, tout simplement. Pour ceux qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs moyens dans les zones rurales, ils venaient en ville pour avoir un accès aux services. Avec les sanctions internationales, le service de la santé s'est écroulé, le service de l'éducation s'est écroulé, les filles ne peuvent plus aller à l'école. Donc même les zones urbaines aujourd'hui ne peuvent plus rien donner à leur population. On voit énormément de tensions dans les villes justement entre les déplacés internes, différentes ethnies, et on voit justement des tensions et une fracture sociale qui s'intensifie en Afghanistan aujourd'hui, et ce qui inquiète beaucoup tous les analystes. Nous voyons aussi que les femmes ne peuvent plus être protégées par leur communauté. Nous avons fait une série de recherches cette année sur la santé mentale des femmes, des hommes. On voit qu'il y a des taux de suicide plus élevés chez les hommes à l'ouest, à Herat. On voit que les jeunes ont des taux de toxicomanie plus élevés qu'avant. Et les femmes, dépression, anxiété. Et au-delà de ça, c'est la santé des communautés qui est aujourd'hui en danger et en déclin. C'est-à-dire elles n'ont plus les ressources sociales, économiques, environnementales même, pour pouvoir survenir aux besoins de la population. Et en toile de fond, il y a bien sûr la perspective, l'avenir de l'Afghanistan avec cette fuite des cerveaux, finalement, vous l'avez dit. Les plus grands cerveaux du pays quittent le pays parce que la situation ne leur correspond pas aujourd'hui, ne leur va pas. Tous ceux qui ont pu partir sont partis. Tous ceux qui avaient le capital social, le capital économique, qui avaient des passeports pour pouvoir voyager sont partis. Ceux qui restent dans le pays sont ceux qui sont les plus vulnérables, qui sont bloqués, mais aussi beaucoup d'Afghans qui restent bloqués en Iran, au Pakistan, dans les Émirats arabes unis, qui attendent leur demande d'asile pour qu'elle soit approuvée. Heureusement, des pays comme la France continuent les évacuations, et ça, c'est un message qu'on pousse depuis l'année dernière, c'est continuer les évacuations, même un an après. Cette population a besoin d'être défendue, d'être protégée. C'est la responsabilité morale, politique de la communauté internationale aussi, de continuer à protéger sous la Convention de Genève, avec un statut de réfugié, toutes ces femmes, ces filles qui sont un groupe social aujourd'hui persécuté en Afghanistan, mais également des ethnies, les Hazaras, les chiites, qui, on le sait, sont attaqués, leurs écoles, leurs mosquées sont attaquées par ISIS. Et sur la scène internationale, cette arrivée taliban est bien sûr synonyme d'une mise au banc de Kaboul, malgré les efforts des fondamentalistes pour être reconnus. Du coup, sur le plan humanitaire, plus d'aide internationale, c'était 40% du montant total. On court à la catastrophe, vous le disiez tout à l'heure. Oui, alors le budget du pays, 75% du budget du gouvernement afghan avant août 2021 a été financé par l'aide étrangère. Donc c'est tout un financement qui est parti. Notamment les États-Unis. Notamment les États-Unis, qui ont aussi gelé les réserves de la Banque centrale afghane, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le système bancaire est en faillite. C'est près de 9 milliards, je crois, de dollars à l'étranger. Le système bancaire est en faillite. On ne peut pas se procurer des billets, que ce soit en dollars ou en afghani. Nous-mêmes avons du mal à payer nos employés, c'est-à-dire même les organisations internationales ont du mal à rester sur place pour subvenir aux besoins. Donc il faut trouver des méthodes, des moyens pour faire entrer l'aide, pour faire entrer l'argent, pour que la diaspora puisse être un levier de protection pour cette population. Et il y a encore beaucoup de solutions financières et techniques à trouver. Justement, quelle est la lueur d'espoir pour les Afghans demain ? La lueur d'espoir, c'est que cette responsabilité morale-là continue, que des pays comme la France continuent à évacuer même un an après, qu'on ne se dise pas que c'est normal de laisser mourir des millions d'enfants, plus d'1 million d'enfants qui risquent la malnutrition sévère cette année. Il ne faut pas accepter cela, il ne faut pas s'habituer à la détresse et au désespoir. Mais ce sont des évacuations au compte-gouttes, il faut le dire également. C'est au compte-gouttes, oui. Et justement, une réponse plus large, ça devrait être le statut de réfugié prima facie pour les Afghans qui aujourd'hui ont un droit à la protection internationale, mais ils n'arrivent pas à sortir de leur pays, donc il faut pouvoir ouvrir ces couloirs humanitaires. Et on va maintenant s'intéresser à un personnage, l'ambassadeur afghan en France. Il continue son travail à la fois dans l'accompagnement des ressortissants, mais aussi auprès de l'UNESCO. C'est un reportage pour France 24 d'Anna Pereira avec Jade Lévin. C'est un autre bastion de la résistance afghane. Niché dans le 16e arrondissement parisien, l'ambassade afghane en France poursuit son activité diplomatique et consulaire. Mohamed Omayoun Azizi, l'ambassadeur, est devenu apatride depuis août dernier. Mais il le rappelle, aucun pays au monde n'a reconnu le gouvernement taliban. En tant que représentant d'Afghanistan et de son peuple, je suis venu ici et j'ai été accepté par le gouvernement français comme l'ambassadeur légitime. Et il n'y a toujours pas d'autre gouvernement afghan légitime. Un an plus tard, l'ambassadeur reste persuadé que le retrait des Américains a précipité la chute de Kaboul. Nous, le gouvernement afghan, avons aussi nos torts et nos points faibles. Mais les gens étaient sous le choc, car les fausses négociations continuaient à Doha.
Et ils pensaient que peut-être ces pourparlers de paix allaient régler leurs problèmes. Également représentant afghan à l'UNESCO, il milite désormais auprès de la communauté internationale et des médias pour qu'il n'abandonne pas son pays. Et les 39 millions d'Afghans sur place, la plupart dans des conditions humanitaires alarmantes. En ce moment, l'Afghanistan est une grande prison. Mais même les prisonniers ont certains droits. Dans mon pays, la population n'a même pas les droits d'un prisonnier. Suivez-moi dans notre section consulaire. Le consulat accompagne les ressortissants afghans et leur procure des documents. Mais en sous-effectif, la responsable Maria Akhtari a bien du mal face à l'afflux de demandes. J'avais une grande équipe avant le 15 août dernier, à peu près 10 personnes. Mais maintenant, je suis seule, avec mes 2 collègues. Un an après le retour des talibans au pouvoir, la situation en Afghanistan reste catastrophique. Le régime est toujours confronté au gel total des aides financières occidentales. 23 millions de personnes sont menacées par la famine, soit 55% de la population. Et on l'a donc vu, le travail de l'ambassadeur continue. C'est peut-être ça, la lueur d'espoir. Je vous posais la question tout à l'heure. À l'étranger, en tout cas, les institutions afghanes continuent, en tout cas, essayent de fonctionner normalement. Oui, les institutions afghanes, et je pense qu'il y a aussi la lueur d'espoir. C'est peut-être aussi la solidarité civile, les institutions ici en France, par exemple des universités comme à Sciences Po Lille qui ont accueilli des réfugiés l'année dernière afghans, qu'ils ont intégrés dans un système éducatif qui leur donne un espoir autre que d'être réfugiés. Donc ça, c'est en dehors de l'Afghanistan. Mais aussi en Afghanistan, essayer de soutenir justement l'accès à l'information, parce que l'information manque, soutenir les organisations de la société civile, les organisations menées par les femmes. Il y en a encore beaucoup qui sont encore sur place et il faut pouvoir les soutenir de l'extérieur. Nassim Majidi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France 24 aujourd'hui. Merci à vous. Voilà donc pour cette large page consacrée à l'Afghanistan. La vie de Salman Rushdie n'est plus en danger. Son état de santé est stable, selon son agent. Pour rappel, l'auteur des versets sataniques a été poignardé au cou et à l'abdomen vendredi alors qu'il participait à une conférence dans l'État de New York. Ce matin, c'est le pouvoir iranien qui a pris la parole. Téhéran qui dément, je cite, catégoriquement tout lien avec l'assaillant de l'auteur britannique. Elle assure la responsabilité de cette attaque est imputable à Salman Rushdie et ses soutiens. Fin de citation. Direction à présent la Birmanie où les ennuis continuent pour Aung San Suu Kyi. La prix Nobel de la paix 1991 a été condamnée à 6 ans de prison supplémentaire par un tribunal. Des faits de corruption selon le juge. Aung San Suu Kyi qui est l'ennemi numéro 1 des militaires. La junte qui s'est emparée du pouvoir à la faveur d'un coup d'État. C'était le 1er février de l'année dernière. On en vient aux 75 ans de l'indépendance de l'Inde, d'où est d'ailleurs originaire Salman Rushdie. Dans la plus grande démocratie au monde, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la dérive autoritaire du Premier ministre Narendra Modi. Vous découvrez ces images, le Premier ministre qui a présidé une cérémonie en grande pompe ce matin pour célébrer donc les 75 ans de l'indépendance indienne. Le Pakistan avait célébré son indépendance hier. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain. Infox